Salut tout le monde, eh bien installez-vous, prenez votre matelas de yoga et c'est parti. Donc je plaisante mais ça fait très yogi. Contente de vous retrouver. C'est la semaine dernière que j'ai eu l'idée, enfin ça faisait un moment que j'avais cette idée là, mais là j'ai pris le temps de le faire et décidé de faire une FAQ, une foire aux questions. Donc je vous ai posé des questions à la fois sur Instagram et sur YouTube pour essayer de toucher le plus de monde possible. D'abord, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo. J'aime pas trop une aparté, mais j'aime pas trop le rappeler, comme s'il fallait toujours rappeler aux gens ce qu'ils doivent faire, mais apparemment, c'est ça qui marche. Mais même moi, sans doute, si dans un post YouTube ou un post Instagram, on me dit n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'aimer, il y a des chances que je le fasse plus. Donc c'est juste, ouais, je sais pas, du marketing. Bon, j'aime pas trop ça, mais enfin je vais le faire parce que j'ai envie que cette chaîne marche, se développe et qu'on soit de plus en plus nombreux à bord. Parce que ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça, tout ce que je fais dans la nature, tout ce qui me passionne, mes découvertes, voilà. Et comme je vois que ça vous plaît aussi, ça me rend très heureuse et je me dis, je fais pas ça pour rien. Une des questions que j'ai reçues en double, depuis combien de temps tu fais du bivouac? Et comment est venue cette passion? D'ailleurs, merci à tous pour vos questions. C'est en famille depuis que je suis toute petite. On part avec mes parents, mes grands-parents, des fois les oncles et tantes, les cousins. Et on va marcher dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Une semaine, on loue un gîte et puis on va marcher tous les jours. Et ça, on le fait toujours, mais de moins en moins parce que mes grands-parents vieillissent. Et donc la montagne, c'est quand même assez physique. Mais ça a été ma première approche, la montagne, et surtout grâce à mes grands-parents, c'est eux qui ont initié ce rassemblement familial pour aller dans la montagne, et ensuite mes parents qui adorent marcher. Donc on a toujours beaucoup été marcher ensemble, même si c'était pour des balades à la journée, hein, on n'a jamais fait vraiment de trek ensemble, on a fait quelques itinérances avec gîtes, et ça c'était très chouette. Et donc je me suis toujours dit que j'adorais ça et que j'avais envie d'aller plus loin, mais avec les études et voilà, quand on est au lycée, au collège, on n'a pas forcément le temps ou l'occasion en habitant en ville d'aller bivouaquer comme ça. Et puis je savais pas, je connaissais pas de gens qui l'avaient fait directement. Et ça, c'est arrivé peu à peu. En fait, à Avignon, j'étais avec une coloc espagnol et son copain, lui, faisait beaucoup de bivouac et il connaissait déjà pas mal. Et avec cette amie, on s'est dit mais il faut trop qu'on le fasse, quoi. Elle était plus habituée. Et voilà, on a organisé notre premier bivouac tous ensemble. Donc c'était mon premier. Et Nico, du coup, nous a appris plein de choses, allumer du bois, dormir sous un tarp. Et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est sous le tarp, parce que ça coûtait moins cher et c'était plus léger. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le bivouac. Et puis plus je grandissais, plus je savais ce que j'avais envie de faire. Et plus j'avais le temps, parce que je me dégageais le temps de faire ça, quoi, d'aller marcher. Et puis du coup, j'ai commencé à investir dans du matériel. Mon premier tarp, ça a été le tarp Décathlon. J'avais une sorte de popote hyper lourde en inox. Voilà, au départ, c'était un peu avec ce que je pouvais trouver. Et puis j'étais pas sûre non plus de faire ça tout le temps. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'espère que ça répond à la question du pourquoi, du comment ça a commencé, en gros. Hein. Et voilà, ça fait plus de maintenant 3-4 ans, mais en fait ça fait réellement cette année que je me suis mis à bivouaquer vraiment beaucoup. Et à me rendre compte que c'était ça que je voulais faire le plus, quoi. Une des choses que je veux faire le plus. Ah oui, on m'a demandé, Lisa, si je préférais randonner seule ou à plusieurs. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça apporte vraiment des choses différentes. Randonner seule, t'es plus... Enfin, pour ma part, je suis plus attentive à ce qui m'entoure. Je me sens plus en accord avec la nature ou je sais pas, reliée. Alors que quand je suis avec des gens, je vais apprendre aussi d'autres choses. On va beaucoup discuter, ça va être très intéressant. Et puis on va avoir le bonheur de partager des moments incroyables et puis ça va resserrer nos liens. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur le GR20. J'étais partie seule et puis finalement je me suis fait des amis et c'était incroyable. Et puis j'aime bien aussi emmener des gens, des amis aussi en bivouac, leur faire découvrir ça, ça me fait plaisir. Et puis on dit aussi que
une fois qu'on a maîtrisé quelque chose, l'étape d'après, c'est de l'enseigner. Et c'est un peu... là, je pars sur une autre question, c'est quels sont mes projets. J'ai le projet de devenir AMM, c'est accompagnateur ou accompagnatrice en moyenne montagne. Donc je vais passer les concours en mai, et puis après c'est une formation qui est assez longue, c'est minimum 2 ans et demi si on va vite, et puis c'est maximum 5 ans, donc c'est pas encore pour tout de suite, mais voilà, c'est un de mes projets en ce moment. Voilà, j'ai une autre question sur quel trek gros trek après le GR20 j'ai envie de faire, et puis le tour de l'Ubaye. Ça, j'avoue que dès que je vois une idée de trek, j'ai envie de un itinéraire, j'ai envie de le faire, mais ça dépendra beaucoup de cet été, ce que je vais faire, si j'aurai, comment je vais travailler. Je vais sans doute retourner travailler dans les vignes, ça aussi c'est un autre sujet, je vous en reparlerai. Donc moi, à la base, je me serais bien lancée dans la Via Alpina, qui est une traversée mais très longue des Alpes, d'ouest en est, et donc tu traverses plein de pays européens, et tout en restant dans les Alpes. Et ça m'a toujours fait rêver. En fait, j'avais lu un article du New York Times, c'était un Américain qui en avait fait une partie, et depuis ce temps, mais j'étais en début de fac, quoi, donc c'était il y a peut-être 4-5 ans. Et ça m'est toujours resté en mémoire cet article. Et j'aimerais bien me lancer là-dedans, mais je pense pas m'être préparée suffisamment. En fait, c'est peut-être même pas le budget, c'est l'organisation, quoi, sur du si long terme. Mais en même temps, c'est une de mes grosses envies depuis le GR20 et depuis cet été, c'est de marcher plus longtemps. On m'a posé aussi la question de Compostelle, est-ce que j'aimerais faire Compostelle? Et en fait, je pense que j'ai un peu peur d'être déçue parce qu'il n'y a pas tant de montagnes que ça, et qu'il y a peut-être beaucoup de passages sur route, et que vraiment depuis la Toscane, moi la route, j'ai pas envie d'infliger ça à mes pieds, à mon corps et à ma tête. Donc à voir. Après, je sais qu'il y a la traversée des Pyrénées qui est plus courte, pas moins physique mais plus courte, donc peut-être plus facile à gérer. Ça dépendra vraiment de comment je me sens cet été, de si j'ai été prise, enfin si j'ai réussi les concours pour entrer en formation. Ça dépend d'énormément de choses. Et à côté de ça, j'ai aussi énormément envie de partir voyager à l'étranger. J'ai envie d'aller en Islande, j'ai envie d'aller en Amérique du Sud, j'ai envie de retourner au Canada, découvrir le Québec, aller marcher là-bas. Donc j'ai toujours beaucoup de projets, d'envie. Et puis après, c'est une prise de décision. C'est une prise de décision un peu au dernier moment. C'est comme pour le GR20, finalement je l'ai décidé l'été, et puis en septembre je partais, quoi. Donc ça s'est fait comme ça s'est pas fait. J'ai pas décidé 1 an à l'avance que j'allais faire le GR20. Et pour la Via Alpina, je me dis peut-être là faudra prévoir, donc peut-être je me prévois ça, je compte les jours qu'il faut, peut-être les mois, et je sais que je le fais l'été prochain par exemple. Pas cet été-là, mais celui d'après. À voir. Il faut que je me renseigne aussi, il faut prendre le temps de se renseigner. Voilà, comme projet. Sinon, je compte toujours faire le plus de bivouac possible, le plus souvent. J'aimerais aussi commencer le bivouac dans la neige. Et là, le week-end prochain, je vais faire un stage de survie grand froid. Et je vous en parlerai sans doute un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Et donc, je vais en apprendre. Ce sera mon premier stage de survie, donc je pense que je vais apprendre énormément de choses. Et puis après, je me sentirai capable d'aller bivouaquer toute seule dans la neige. J'ai un nouveau duvet, voilà. Toujours des petits problèmes de cadrage, j'avais la tête coupée juste avant. Alors, quoi d'autre? Ah oui, la question de comment je gagne de l'argent, comment je vis, est revenue plusieurs fois. Mais bon, ce que je trouve normal, hein, c'est un peu la question qu'on se pose tous et toutes. Alors en fait, je vais commencer par répondre en répondant à la question quel a été mon cursus scolaire. Comme ça, on aura une sorte d'axe linéaire de ce qu'a été mon début de vie. Donc j'ai fait une licence d'anglais littéraire. La 3e année, je l'ai passée au Canada, à Vancouver, et c'était vraiment une de mes meilleures années parce que j'ai beaucoup appris. C'était mon premier grand voyage aussi. Ensuite, je suis rentrée en France, j'ai déménagé à Avignon, et
j'ai fait 2 ans de master de traduction littéraire, anglais-français. Mais en fait, je ne suis pas tellement attirée par la traduction, du moins maintenant. Et à la place, j'ai préféré me lancer dans l'écriture à fond. Parce que c'est un peu les mêmes statuts, écrivain, traducteur, c'est des statuts d'artiste, donc c'est un peu compliqué de gagner de l'argent, il faut connaître beaucoup de monde, donc je me suis dit autant me lancer dans quelque chose que j'adore, qui est l'écriture, que je pratique depuis que j'ai 13 ans, plutôt que de se lancer dans la traduction que j'aime moyennement et qui est tout aussi compliqué. Voilà. Après mon master, je suis partie en voyage avec une amie, Lisa. C'est elle qui a fait la musique au Tong Drum, donc de la dernière vidéo avec le réchaud à bois. Et on est parti 2 mois en Inde et puis ensuite on a été en majorité en stop à travers la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et on est redescendu par le Vietnam. On aurait bien continué un peu, même si on avait prévu 6 mois en gros, mais il y a eu le début du Covid et on n'a pas pu retourner en Inde. On a tellement adoré l'Inde, été fascinés par ce pays qu'on avait envie de retourner voir le sud parce qu'on était resté dans le nord. Et en fait, on n'a pas pu et on a dû rentrer. Et c'était le confinement, le premier. Et là, j'ai repris mon dernier roman, qui est un roman d'anticipation. Et je me suis remis à... Je l'ai réécrit en fait. J'y avais beaucoup pensé pendant le voyage, j'avais même commencé à le réécrire. Et je suis arrivée à le terminer dans l'année qui a suivi mon retour. Et cette année, en fait, bon, il y avait les confinements, donc je restais chez mes parents à Lyon. Et puis, à d'autres moments, je m'en allais, j'étais hébergée chez des amis, je faisais du bivouac, j'allais travailler en saison, par exemple, faire les relevages dans les vignes. D'ailleurs, il y a la vidéo. En fait, c'est un peu comme ça que se déroule ma vie depuis le début du Covid. C'est-à-dire que je suis toujours... à voyager, mais en France ou bon, à l'étranger, en Toscane, en Corse, même si c'est la France, le tour de Lubaï. Donc j'arrive toujours à me débrouiller pour pas être toujours à Lyon, toujours en ville. Mais le peu de revenus que j'ai grâce à YouTube, par exemple, ne me permet absolument pas de faire un vrai salaire et donc de payer un loyer ou que ce soit. Après, je gagne le RSA, ce qui m'aide bien pour investir dans du matériel de rando par exemple, mais si je devais vivre juste avec le RSA, ce serait déjà très compliqué de payer le loyer et de me nourrir. Donc pour l'instant, je profite de statu quo où je suis chez mes parents, où on s'entend plutôt bien, donc c'est une chance. Et à la fois, évidemment, j'ai pas envie d'y rester toute ma vie, quoi. Mais c'est en attendant de développer autre chose, une activité qui me permettra de gagner un peu plus d'argent, donc de payer un loyer éventuellement, ou alors de trouver un habitat sur une communauté où je peux y vivre moyennant un petit loyer pendant quelques mois de l'année, et puis les autres mois de l'année travailler, voyager. Enfin voilà, et moi je veux absolument pas être figée dans un endroit. Et en fait, je supporte pas le travail dans un bureau, avec des horaires, avec un patron ou une patronne. Et ça, j'y suis allergique et je sais que c'est pas ce qui va me permettre d'évoluer, de me déployer dans la vie. Donc voilà, je vais pas aller vers ça et je vais essayer de trouver d'autres manières. Là, je suis en train d'auto-publier mon roman. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, depuis les confinements, il y a eu beaucoup de monde qui s'est mis à écrire et les maisons d'édition, depuis 2 ans, ne veulent plus recevoir de manuscrits. Donc, c'est un peu compliqué, ne connaissant pas grand monde dans le monde de l'édition. Et j'ai vu que l'auto-édition permettait de se lancer et peut-être ensuite de se faire connaître par une vraie maison d'édition. Donc voilà, je me lance là-dedans, c'est une aventure assez passionnante parce qu'il faut passer par toute la chaîne du livre soi-même et c'est hyper exigeant, mais en même temps c'est assez enrichissant. Et ça m'intimide beaucoup parce que c'est à moi de vendre mon bébé, mes tripes, et évidemment ça c'est pas facile, et puis moi je suis pas entrepreneur dans l'âme, il faudrait que je développe ça, mais j'ai un peu du mal. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu voilà, à ma scolarité et puis comment je vis et quel argent je gagne. Donc après moi mon but dans la vie c'est pas de gagner de l'argent, c'est de vivre de manière confortable, mais mon confort
finalement, je suis très heureuse quand je suis dans ma tente où je dépense quasiment rien et où j'ai aussi évidemment une sensibilité écolo très développée. Et donc, plus je vis simplement, plus moins j'ai d'impact sur la planète aussi. Donc, et après, je suis consciente de mes propres contradictions. Par exemple, en mars, j'ai un voyage de prévu au Cameroun et je pars pas pendant 3 ans, je pars 2 semaines en avion. Mais voilà, c'est l'occasion, c'est avec une amie qui est camerounaise et ça fait des années qu'elle veut y aller. Elle m'a proposé, ben moi j'ai dit bien sûr, je connais pas l'Afrique, c'est incroyable. Donc voilà, je vais reprendre l'avion, j'avais pas envie, mais il y a des fois, c'est comme ça, on peut pas être parfait. Tout le temps, même on l'est jamais en fait, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ensuite, j'en arrive à des questions plus pragmatiques, plus pratiques. On m'a posé la question de la nourriture, quelle nourriture j'emporte. Alors, dernièrement, j'ai acheté un déshydrateur qui permet de faire des préparations crues mais séchées, parce que je suis beaucoup dans l'alimentation crue, ça m'intéresse de plus en plus. Mais au-delà de ça, ça permet aussi de faire ses propres lyophilisés. Donc en fait, tu fais ton plat cuit normalement, puis après tu le mets sur une plaque du déshydrateur qui est une sorte de petit four avec une aération et qui va monter maximum à 70 degrés. Et là, je mets, comme c'est déjà cuit et que les vitamines sont déjà à peu près mortes, enfin voilà, je mets à 70 degrés pendant 6-8 heures. Et puis voilà, j'ai mon repas qui est tout sec, tout dur, que je mets dans des sachets plastifiés que je récupère parce que quand j'achète, par exemple, qu'est-ce que j'achète qui me fait des sachets? Des graines à germer, par exemple, ça me fait des sachets. Donc je finis par en avoir pas mal. Comme j'essaye de ne pas être trop dans les déchets, ça reste du plastique, hein, mais je les réutilise, comme ça je me dis c'est moins pire. Donc voilà, et ça me fait mes lyophilisés, et c'est pas mal. Le seul problème, c'est que j'ai pas réussi à... soit j'en fais pas assez par contenance, et du coup, ça me nourrit pas assez sur le long terme, parce qu'au départ, j'ai pas besoin de manger beaucoup sur les premiers jours d'un trek, mais après, la faim arrive. Et le gras se déshydrate mal. Enfin, c'est pas ça qui manque, les protéines, c'est surtout moi ce gras. Après, je suis peut-être un peu addict, mais quand on fait beaucoup d'efforts, effectivement, on perd du gras. Je peux pas emmener mes 4 avocats, c'est lourd. Puis un avocat déshydraté, je pense que ça se fait pas trop. En tout cas, je l'ai pas vu. Donc voilà, je suis toujours en apprentissage par rapport à ça, à l'art de la déshydratation. Je fais aussi mes fruits séchés, ça c'est génial, ça marche très bien. Et puis sinon, par facilité, j'emmène du pain, peut-être un fromage vegan. En Corse, je mangeais même du fromage normal, parce que c'était la source de gras que je trouvais le plus facilement, une fois que j'avais fini mes propres réserves. Donc voilà, je fais comme je peux là aussi. Et j'emmène toujours des fruits secs et puis des noix, des amandes, des oléagineux. Ça, j'aime beaucoup. Je me fais mes petites boulettes à base de dattes. Et ensuite, je mets du beurre de cacahuète, je mets des graines de chia, des graines de lin, de la noix de coco. Et c'est trop bon. Et ça fait un petit shot d'énergie. Et c'est vraiment bien. Aspect pratique, on m'a demandé si j'avais froid. Je me pose la question des températures le soir pour dormir, comment cela se passe et quelles peuvent être les températures. Ça dépend où je suis. Là, dernièrement, j'étais au Mont-Saint-Michel et en fait, dans la journée, il faisait 4 et puis le soir, il faisait 0, voire un peu moins. Et le matin, la tente était gelée. Ce qui m'arrange quand elle est gelée, c'est qu'on peut frotter la glace plus efficacement que quand elle est juste humide avec la condensation. Même s'il y a une aération à chaque bout. Il reste toujours de la condensation et du coup avec la glace c'est facile à enlever avec les moufles, même s'il faut tout de même la faire sécher. Mais j'ai un duvet qui est à 0 degré confort en plume, donc il allait suffisamment bien. J'ai pu dormir peut-être par des températures peut-être moins quelque chose, -2, avec la couverture de survie en dessous pour isoler. Ça allait très bien et puis j'étais habillée plus ou moins. Mais la première nuit alors que c'était gelé dehors, au Mont-Saint-Michel, enfin c'était près de Granville, j'étais bien. Et pendant la nuit, en fait, je me suis réveillée, j'avais chaud, je me suis déshabillée. Et puis la deuxième nuit, au contraire, je suis restée habillée. Donc ça dépend en fait, ça dépend de beaucoup de choses, si t'es au vent ou pas. Sinon, en général, le froid, j'arrive bien à gérer. Parce que quand on marche, on n'a pas froid, ça c'est une sorte de vérité générale. Et le soir,
pour peu que je mange chaud, que je m'emmitouffe dans toutes mes couches, que je sois à l'abri du vent, dans le haut vent de ma tente, ça va, j'arrive à gérer. Après, j'ai pas fait ça sous moins 10, moins 20 non plus. Hein. Ça, je pense que je suis pas encore assez équipée. Il faut peut-être d'autres choses en plus. À voir. Ça dépend si c'est un froid sec ou pas. Et c'est la pluie que je sais pas vraiment, que j'ai jamais trop eu à gérer pendant des jours. Voilà. Et puis le froid, bah, si tu peux faire du feu, ça c'est génial, t'as pas froid du tout. Puis tu vas te coucher, t'as bien chaud, t'as fait ta bouillotte, enfin, c'est trop bien. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé, moi ce qui m'intéresse c'est toi, ta personnalité, tes goûts, ton histoire, ton parcours, ta situation actuelle et tes projets. Voilà, ça, je pense que j'ai un peu abordé tout ça, même si évidemment je vais pas vous raconter toute ma vie. Alors comment je gère la peur en fait, mes craintes le soir, ça j'ai beaucoup eu cette question, peut-être plus de la part des femmes. J'ai remarqué qu'en tant que femme, on nous avait appris à avoir peur. On nous a appris à avoir peur le soir en rentrant toute seule, peur des hommes, peur de à peu près tout. Et en fait, c'est pas une fatalité. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il y a énormément de choses horribles qui arrivent aux femmes. Et ça, c'est bien malheureux. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de sortir, de vivre ce qu'on a envie de vivre, d'aller camper, d'aller bivouaquer seul. Et donc c'est ça que j'ai appris à gérer, c'est mes peurs, à museler mon imagination galopante. Par exemple le soir, au départ, je n'arrivais pas à dormir parce que chaque petit frottement, petit bruit faisait battre mon cœur comme si j'étais en danger de mort, quoi. Et c'était pas du tout le cas, et je risquais rien du tout, quoi, à part peut-être la visite d'un sanglier. Ça, à part vous dire, c'est la pratique, et puis c'est surtout faire le premier pas et y aller au départ et se dire... en fait, je risque pas grand-chose, quoi. Je risque autant en traversant la rue, en prenant une voiture. Enfin, c'est que la peur, souvent on te l'inculque et puis c'est pas la tienne. Ou alors on lui donne trop d'importance. Et une fois qu'on a dépassé ça, bah, depuis maintenant, ça fait peut-être une bonne dizaine, une vingtaine de fois que je dors dehors. Si on calcule toutes les nuits, même plus en fait avec le GR20. Et la peur, elle diminue au fur et à mesure avec l'habitude. Voilà. Et si je vous conseille, je sais qu'il n'y a pas énormément de jeunes, d'enfants qui regardent ces vidéos, mais c'est de commencer le plus tôt possible, quoi. D'affronter ses peurs le plus tôt possible. Et puis après, comme ça, on sent... Bah, moi, la première fois que j'ai fait mon premier bivouac, après, je me sentais forte, je me sentais puissante, j'avais réussi. J'avais mal aux pieds, mais enfin voilà, c'était un détail. Et une fois qu'on l'a fait, une fois, on peut le recommencer. On peut le recommencer, quoi. Et ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que au-delà du fait d'être toute seule, bon, ça, pourquoi pas, et puis ça m'appartient, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'aime ça. Mais même aller bivouaquer entre amis, c'est déjà énorme, quoi. On n'est pas obligé de se lancer tout seul d'abord. Même c'est bien de faire ça avec des gens qui connaissent un peu pour avoir une sorte de filet de sécurité, quoi, pour te montrer les bonnes pratiques, voilà. C'est toujours plus rassurant de se foirer à deux que de se foirer tout seul, quoi. Peut-être qu'on se foire moins tout seul parce qu'on a moins le choix, mais ça c'est encore, je sais pas. Donc voilà, pour la peur. Et surtout, n'écoutez pas les peurs des autres. Les autres ont toujours énormément de peur à mettre sur vous, quoi. Et si vous les écoutez, mais vous partez pas. Moi, avant de partir en Inde avec mon ami, on nous disait, mais vous avez pas peur de filles, machin. Et en fait, ça s'est hyper bien passé, on n'a jamais eu peur une seule seconde. Donc il faut pas trop écouter les gens, hein. Et il faut s'écouter soi, et puis développer son intuition, ses propres réflexes, mais c'est soi, c'est pas les autres, hein. Voilà. Ah oui, comment je choisis mes randos? Bah ça, c'est vraiment au feeling. Si je suis dans un... Bah là, j'étais en Normandie pour... en famille, c'était... Voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je suis en Normandie, je suis près de la mer, je vais en profiter, quoi. Je vais aller voir le Mont-Saint-Michel, et je l'ai jamais vu, c'est l'occasion. Donc, bah, on était montés en voiture, donc c'était pratique, j'avais pu mettre mes affaires de rando dans la voiture, et voilà. Donc ça s'est fait comme ça, puis une autre fois, par exemple, pour le pain bouchain, mon bivouac dans les monts du Lyonnais, bah, on rentrait de Charente en voiture, donc j'avais pu emmener toutes mes affaires. Et puis ma famille m'a déposée au milieu des monts du Lyonnais, puis je suis partie, quoi. Ça dépend des occasions. Si je vais par exemple à Strasbourg, que je suis proche des Vosges, il y a des chances que j'emmène mon matériel et que j'aille bivouaquer là-bas.
Pour le GR20, eh ben, le GR20, ça s'est un peu imposé comme ça. Au départ, c'était... J'ai une amie qui est d'origine corse et donc on s'était dit, bah, on va partir en vacances toutes les deux, puis après j'irai marcher. Enfin voilà, c'était histoire de combiner le voyage. À chaque fois, j'essaye de faire ça, de combiner l'utile à l'agréable. Enfin là, c'était l'agréable à l'agréable, mais au final, ça s'est pas fait. Je suis juste partie moi, mais voilà, ça m'avait lancé sur cette idée-là. Le tour de Dubaï, c'était un ami bah, que j'ai rencontré via YouTube et qui me l'avait conseillé. C'était une très bonne idée. Pour le Mont-Saint-Michel, c'est pareil, c'est une personne sur Instagram, d'ailleurs, merci Julien, qui m'a conseillé de faire cette partie Grandville de Mont-Saint-Michel, alors que moi j'étais partie au départ sur plus vers Étretat, mais que je connais déjà. Donc voilà, j'adore écouter les suggestions des gens en fait. C'est aussi ça que permet YouTube et bah, pour le ski de rando, c'était grâce à ça aussi, c'était une rencontre grâce à YouTube. Voilà, c'est beau cette communauté qui grandit quoi, et puis qui permet des rencontres. Quel rêve souhaiterais-tu concrétiser prochainement ou dans un avenir un peu plus lointain? Bah, je crois que j'ai abordé le livre, les voyages, la Via Alpina, devenir accompagnatrice en moyenne montagne, voilà. Ah ouais, ma famille, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? De l'aventure en solitaire? Alors, ce que pense ma famille, ben, ils sont très encourageants. Bon, ils l'ont toujours été avec mes divers projets. Mais plutôt ma mère et puis bah, les femmes de la famille ont tendance à s'inquiéter un peu quand je pars toute seule. Après, comme souvent j'ai du réseau, donc je peux rassurer tout le monde. Et bah voilà, c'est à elles de gérer leur peur par rapport à ça, quoi. Et moi, je ne vais pas me laisser envahir, comme ce que je disais tout à l'heure, par les peurs des autres, même si évidemment c'est bienveillant. Mais bon, il faut pas trop écouter, sinon je pars pas. Ouais, encore une question sur la sécurité. Bah, la sécurité... Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant plusieurs années, différents arts martiaux. Donc bon, ça me rend pas capable de me défendre contre 10 assaillants, hein, bien sûr. Mais j'ai une sorte de confiance en mon corps et en mes capacités qui me donne confiance en moi, qui fait que j'ai pas l'impression que je me ferais... Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais bon, je me sens pas... Je me sens rarement en danger par rapport aux gens, quoi. Et pour l'instant, la vie m'a montré que j'avais raison d'avoir confiance et de ne pas céder à la peur. Alors voilà, après ça regarde chacun, chacune. Mais... Ah oui, alors est-ce que tu as déjà fait de l'itinérance en gîte, chambre d'hôtes? Et si oui, pourrais-tu nous donner ton avis sur le sujet? Ah oui, puis je l'ai fait en famille aussi. C'était vraiment trop bien. Par exemple, où est-ce qu'on était? Dans l'Aubrac peut-être, où on allait de gîte en gîte et ça a un côté magique, bah, le côté de l'itinérance. Et à la fois, le soir, tu dors dans un lit, tu as un bon repas, tu peux rencontrer d'autres gens. Donc c'est vraiment sympa. Mais là encore, il y a une question d'argent. Moi, je peux pas me permettre de faire de l'itinérance longue avec une nuit en demi-pension à minimum 50 € par nuit, quoi. Moi, c'est beaucoup trop. Donc je peux le faire de temps en temps. Voilà, comme je l'ai fait peut-être en Toscane. Et encore, c'était moins cher. Mais sinon, si vous avez les moyens, c'est une chouette façon de partir à la découverte du monde, quoi. Et tout en gardant un certain confort. Moi aussi, j'aime bien... bon, le confort, c'est bien, mais c'est bien de s'en débarrasser aussi complètement de temps en temps. Puis après, quand on retrouve le confort, on est vraiment heureux. Genre la première douche chaude, c'est un plaisir. Dormir dans un lit, c'est un plaisir, mais une fois que tu as dormi sur ton matelas pendant une semaine, quoi. Et puis tu es moins proche de la nature quand tu es toujours entre quatre murs, avec éventuellement le chauffage, enfin, c'est pas pareil. Mais ça apporte d'autres choses, notamment ça peut permettre de rencontrer d'autres gens, ça c'est agréable. Et puis bah, si on est moins aventurier dans l'âme, ça permet aussi de connaître la joie de l'itinérance. Donc je vous le conseille aussi. Alors me revoilà, j'avais oublié quelques questions que j'avais reçues sur Instagram et que j'avais notées et que je ne retrouve pas textuellement. Donc heureusement je les avais notées, donc je les ai là. Il y en a auxquelles j'ai déjà répondu. Ah oui, le matos pour filmer et le logiciel utilisé. Ça c'est une question de Angé. Désolée si je massacre le nom. Donc une personne sur Instagram. Mais ça en fait j'avais déjà fait une vidéo expliquant à peu près mon matériel.
Enfin, c'était pas que pour ça, mais... Donc c'était la vidéo de ma vie en Charente et j'en profitais à un moment pour expliquer avec quoi je filmais, vous montrer le... Donc si tu veux, si vous voulez aller revoir cette vidéo, je vous mets le lien là-haut. Oui, le logiciel, par contre, j'en avais peut-être pas parlé. J'utilise Vidéopad, qui est un logiciel que j'avais déjà essayé en version gratuite et puis j'ai fini par l'acheter. C'était 70 € pour tout le temps. Donc... Et puis surtout, il était simple d'utilisation, je le connaissais déjà, et il n'était pas trop lourd pour mon ordinateur portable. Enfin moi je l'utilisais pour du traitement de texte, quoi, pour mes études et pour écrire. Donc c'est pas un ordinateur de gamer puissant. Et déjà il a un peu du mal avec Vidéopad, mais bon je fais comme ça, hein, parce que j'ai pas l'intention de changer de matériel, enfin tant que ça marche, quoi. Je fais avec les moyens du bord, on va dire, et puis ça me satisfait plutôt bien pour l'instant. Dans la question, c'était aussi est-ce que ça a un impact sur le fait de profiter de l'instant? Eh bien, peut-être qu'à certains moments, oui, où je me mets un peu la pression et je me dis bon ça il faut que je le filme, c'est vraiment trop beau, ça il faut que je le montre. Mais en fait ça me permet juste, de toute façon j'aurais pris des photos parce que j'adore ça. Et j'ai toujours envie de, quand je vois quelque chose de beau, j'ai envie de le partager. Et justement la vidéo ça me permet de partager tout en restant seule sur le chemin et donc de toujours pouvoir profiter d'instants où je suis juste seule avec ma caméra ou sans quand elle est rangée et voilà d'être quand même dans l'instant présent à fond. Ce que j'ai le plus connu où j'étais vraiment pas connectée, c'était pour mon tour de Dubaï où j'avais vraiment un petit appareil, un petit téléphone parce que mon smartphone était en réparation. Et là j'avais juste de quoi joindre mes proches et puis c'était tout. Et c'était génial parce que j'avais même pas Instagram à gérer, je pouvais pas répondre aux SMS quand j'avais pas de réseau. Enfin du coup c'était vraiment juste là pour la sécurité et c'est tout, quoi. Et c'était vraiment bien pour déconnecter. Et pourtant j'avais ma caméra et je prévoyais de partager ce que j'avais fait. Mais c'était en décalé, donc ça me permettait de profiter de l'instant présent à fond. Après si on veut vraiment être puriste, effectivement on n'emmène ni caméra ni rien. Et là c'est encore l'étape au-dessus, mais pour l'instant je suis pas encore... Pour l'instant ça me plaît faire des vidéos, de monter, la créativité, montrer la beauté, ça c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Bon, voilà. Quoi d'autre? Salom sur Instagram, où rêves-tu d'aller bivouaquer en ce moment? Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'idées, mais là je me verrais bien, peut-être pas à cette période, mais bivouaquer en Islande, ça doit être trop bien. Lima Sierra, comment tu en es venue à partir seule en rando en bivouac? J'ai déjà répondu. De la même personne, pour toi la rando est un échappatoire, une méditation, quelque chose de plus sportif? Eh bien je crois que d'abord c'est une reconnexion à la nature et donc quelque chose de... Enfin je sais pas si c'est d'abord. Si, parce que c'est là où je me sens le plus heureuse en fait. Donc c'est bien que ça touche quelque chose de très important pour moi, qui n'est pas juste la notion de sport, même si le sport me rend heureuse et me fait beaucoup de bien. En fait c'est peut-être un mélange de tout. À la fois j'y vais pour me dépasser physiquement, mais aussi pour découvrir qui je suis, pour découvrir... pour toucher à cette paix un peu intérieure que je touche que quand je suis... ou beaucoup plus facilement quand je suis toute seule dans la nature. Et donc c'est un peu méditatif évidemment. Et après je dis, je suis pas une sage, hein, il y a plein de moments où je pense à des trucs très triviaux. Il y a des moments où je suis pas dans l'instant présent, il y a des moments où c'est un peu la galère. Mais en fait, je crois que tout ça est très vite annulé par l'expérience globale qui fait que ça me rend vraiment heureuse au final. Et puis ça me permet aussi de rencontrer les gens peut-être de manière plus juste quand tu les croises sur les chemins. Isaac sur Instagram, aurais-tu envie un jour d'organiser des week-ends ou plus de trek avec les gens qui te suivent? Pourquoi pas, mais en fait ce serait très chouette, mais pour l'instant je me consacre d'abord au fait de devenir accompagnatrice en moyenne montagne et ensuite après j'aurai le cadre légal pour emmener des gens. Parce que là, pour l'instant, si je passais pas l'AMS, je sais pas si j'aurais le droit d'emmener des gens. Et en tout cas, j'aurais pas le droit d'emmener des gens au-dessus de 1600 mètres. Donc ça limite un peu. Après, pourquoi pas, je sais que on peut faire ça tout en étant accompagné d'un guide ou d'un accompagnateur en montagne. Donc ça, c'est possible. Mais pour l'instant, j'avoue que je me suis pas du tout posé la question. Portos 80, comment fais-tu pour payer tout ça? J'ai répondu, hein, c'est une combinaison de plusieurs choses. Lisa, comment
ou avec qui as-tu découvert le bivouac? En plus de l'écriture, as-tu envie de faire de ta passion du trek un métier? L'alimentation, de Chartres Sérénité. Et Oudem, alors Miko Oudem, je sais plus, j'ai mal écrit et je sais plus. Comment gagnes-tu ta vie? As-tu un métier ou une formation en cours? Chambry officiel, est-ce que tu as peur quand tu bivouaques toute seule, des animaux, des mecs chelous, etc. Si tu n'as pas peur, comment fais-tu? Est-ce que tu prévois une certaine défense? Je te pose la question car j'adore le trek mais j'ai super peur de le faire toute seule. Bon bah j'ai répondu à ça aussi. Ouais, j'y ai répondu. J'espère. Et la dernière question que je vais aborder, c'était une question pourquoi en fait je me suis lancée dans la vidéo. Alors, au départ, ça m'était vraiment pas venu à l'esprit quoi. J'en regardais quelques-unes sur YouTube moi-même, mais ça n'a jamais été une passion. J'ai jamais pris beaucoup de temps pour regarder ça. Et pourtant, c'est grâce à ça que j'ai appris énormément de choses pour le bivouac. Donc bon voilà, c'était déjà là dans ma vie de tous les jours. En fait, j'ai rencontré une personne un gars qui en fait est parti faire un tour du monde en gyro-roue et qui a filmé toute son aventure. Et il a eu sa chaîne YouTube, bon, voilà, et on s'est connus, disons, grâce à ça. Et en fait, il m'en a tellement parlé, je crois que c'est grâce à lui que je me suis lancée. On a été faire le tour de Belle-Île en mer ensemble et c'est après ça je pense que je me suis décidée, donc c'était en décembre mais pas de cette année, de l'année d'avant. Et il a filmé notre aventure sur Belle-Île et j'ai vu le résultat et ça m'a plu, puis j'avais vu ses vidéos avant, puis il m'en avait beaucoup parlé et je me suis dit bon bah... Enfin, j'ai fini par me dire pourquoi pas. Au départ, j'étais vraiment sur la défensive en me disant mais ça va rajouter du contenu, ça va rajouter de la dépense d'énergie, ça sert à rien en gros. Et en fait, je faisais déjà ça en partageant mes photos. J'adore la photo, donc j'en partageais pas mal sur Instagram. Et là, c'était un peu juste le cran au-dessus. Et donc, j'ai fait un petit essai. C'était une balade à la journée dans la neige avec mes parents. Et ben, j'ai bien aimé. Et je l'ai monté pour voir si, pareil, le montage, ça me rebutait pas complètement. Et pareil, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était assez créatif. Et donc, je me suis lancée dans ma première vidéo. Et donc, le premier bivouac filmé. Et c'était il y a un an. Je crois que la première vidéo a été publiée en février. Donc, on approche de la date anniversaire. Et puis, voilà. Après, j'ai vu que ça plaisait aux gens. Ça les embarquait avec moi en rando et en bivouac. Et j'ai décidé de continuer. Donc je vous mets juste, je fais un peu de pub pour, il s'appelle Thomas mais Monsieur Flex. Et donc si vous voulez aller voir ses vidéos de voyage, ça fait vraiment, ça donne vraiment envie. Et voilà. Et je te remercie Thomas parce que c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Et voilà, je crois que j'ai abordé toutes les questions à peu près. J'espère que ça vous aura un peu plus éclairé sur qui je suis et où je vais. Et voilà, si vous avez d'autres questions, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous répondrai directement. Et je vous souhaite une bonne suite d'hiver, d'aller dans la nature. Et la prochaine vidéo, ce sera mon aventure vers le Mont-Saint-Michel. Voilà. Et bien, portez-vous bien, comme on dit, et puis à bientôt. Salut!